Polysécure, épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, bonjour Nicolas. Ravi de te revoir en 2022 et une très très heureuse année et tout plein de bonnes choses pour les podcasters qui vont nous écouter sur Polysécure. En tout cas, je vous souhaite une très très belle et heureuse année 2022. Tout à fait. Santé, pas de COVID si possible pour tout le monde. Effectivement, 3 vaccins. Je sais que je veux pas faire de mauvais trucs, mais protéger notre système de santé, s'il vous plaît. Ce serait sympa. J'en connais plein qui bossent là-dedans et qui crient famine pour qu'on les protège. Donc, je me ferai peut-être pas tous les copains du monde, mais c'est pas grave. J'assume ce que je viens de dire. C'est ça, il faut se protéger pour protéger notre système de santé, essentiellement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va aborder Cosmos DB, Chaos DB, qui a été une vulnérabilité quand même assez importante qui est sortie en 2021 sur un des composants mis de l'avant par Azure, par Microsoft, dans lequel il y a eu une boîte israélienne qui a démontré un certain nombre de problèmes et de capacités de farfouiller un peu plus loin qu'on aurait été normalement supposé être capable de regarder les choses. Effectivement, Nicolas. Aujourd'hui, comme à la suite du podcast de novembre, où on avait précisé qu'on ferait pas mal de vulnérabilités cloud, et en l'occurrence dédiées à Azure pour le moment, au travers d'AzureScape, évidemment, à la suite de ce qu'on s'était dit, Chaos DB a été évidemment parce qu'en fait, le pourquoi du comment, et je fais juste un petit swap rapide, c'est que tout le monde a fait toute une effervescence sur AzureScape. Pourquoi? Parce que ça tapait évidemment le Kubernetes en tant que tel, puis c'est le buzzword, Kubernetes, Docker et compagnie, mais ce qui normalement était la pire, malheureusement, des vulnérabilités qu'aurait pu avoir Microsoft a quand même été Chaos DB. Chaos DB a moins été médiatisé, entre guillemets, ou en tout cas médiatisé dans le monde de la sécurité en tant que tel, mais pas autant dans le monde général comme a pu l'être AzureScape, et pourtant il était pire que AzureScape en tant que tel, et il doit encore malheureusement toucher un certain nombre de choses, même si Microsoft a géré un certain nombre de points immédiatement évidemment lors de la découverte, mais honnêtement Chaos DB a été vraiment un énorme problème. Donc ce que je te propose, Nico, si t'es d'accord, on peut éventuellement refaire une petite intro de sur quoi ça se positionne, le pourquoi. Effectivement, c'est une société de recherche en sécurité israélienne qui a découvert, qui sait de toute façon, comme beaucoup d'autres sociétés, mais elle est quand même très très active ces 2 dernières années. Elle est très jeune. En plus, ils viennent de choper un tour de table de plus de 250 millions de dollars sur leurs outils. C'est une sorte d'outil à la mode FireEye, mais en mode cloud pur, évidemment. Et évidemment, pour être, on va dire, sortir leur épingle du jeu, ils ont des chercheurs pour essayer de trouver des trous à droite à gauche. Donc, ils se sont mis sur AWS tout au début. Ils ont fait un Black Hat sur AWS au niveau des S3 et de tout ce qui pouvait être fait au niveau AWS en 2018-2019, puis se sont attaqués évidemment à GCP et à Azure. Bon, puis malheureusement pour Microsoft, ils se sont mis à vraiment aimer Azure pour trouver des bêtises, et ils en ont trouvé pas mal. C'est eux le fameux oh my god qu'on parlera un peu plus tard au mois de janvier, et c'est aussi malheureusement eux qui ont mis un petit peu, alors pour AzureScape non, mais ils ont participé là-dessus, mais Chaos DB en était un point. Donc sans plus attendre, la partie de fonctionnalité de qu'est-ce que touche Chaos DB, c'est qu'en fait, ça touche la plateforme. Donc, la plateforme as a service, c'est hosté, c'est autogéré par Microsoft. Leur outil de service de Cosmos DB. Alors Cosmos DB, c'est quoi? C'est une DB engine mis en place un petit peu comme ils l'ont fait pour SQL aussi. SQL, tu peux l'avoir en 3 formats différents. Tu peux faire une VM avec mettre du SQL dedans. Tu peux avoir du SQL évidemment serveur avec de l'auto-VM géré par Microsoft, et tu peux aussi avoir du PaaS SQL où c'est aussi Microsoft là c'est lui qui va gérer au complet. Je vais pas refaire les SLA, on en avait déjà parlé longtemps sur les responsabilités de chacun, mais là on va dire que
t'as que ta responsabilité de ta base de données et de ta gestion de ta base de données en tant que telle. Par contre, pour d'autres services comme PostgreSQL, comme évidemment CosmoDB, mais CosmoDB est un vrai outil Microsoft, ils se sont mis à se dire, on va faire une base de données qui est en fait une base de données spatiale. Donc le terme en fait en clair, c'est du spatial DBMS, comme on appelle ça, et non pas que j'ai toujours du mal à le dire, du relational DBMS. Et c'est basé aussi sur du NoSQL. Donc, en fait, ils font du document store, donc c'est du document DB. Il y a du graph DBNF parce que derrière, en fait, CosmoDB, c'est une sorte de wrapper. Vous voyez ça comme un wrapper et selon ce que tu lui demandes où aller, il peut te donner un système de documents. Donc, comme les documents DB. En fait, il était basé sur document DB à l'origine. Puis après, ils ont fait une sorte de système un peu au-dessus pour être document DB, PostgreSQL, SQL, NoSQL. Et Wild, comme il dit, Wild Colon Store, c'est un peu leur table file dans les storage. Donc, vois ça comme une sorte de gros base de données wrappé sur plusieurs types de bases de données à l'interne. Puis nous, on va vous l'autogérer. Vous inquiétez pas, ça va fonctionner et comme il le faut. OK. Bon. Honnêtement, ça existe. Ils l'ont sorti en première version dans les années 2014. Et à aujourd'hui, on va dire que la plus grosse mise à jour et évidemment elle est commerciale, elle est hostée, le schéma est gratuit. Tout ce qui est document DB API, Graph API. Alors attention, Graph API étant Graph API du mode Graph et non pas comme Neo4j qui est une base de données Graph. Attention, faut pas confondre. MongoDB qui est derrière. Bon, je le précise parce que évidemment les termes sont évidemment des fois mal galvaudés. Ils sont RESTful et Table API. En fait, c'est toutes les API qu'on a en méthode au niveau des bases de données pour les attaquer. 2014, la grosse mise à jour a été faite en 2019. Et ce qui nous concerne pour ChaosDB, c'est que on comprend, c'est un petit peu comme toutes les grosses bébelles en PaaS que le cloud est en train de faire et de mettre en place. Et quand je dis le cloud public, c'est nos 3 fameux fournisseurs de cloud public qu'on reconnaît au Canada. Je parle pas d'Alibaba spécialement ou autre, mais je veux quand même être clair. Donc GCP, AWS et Azure. Nos 3 clouds publics, ce qu'ils font, c'est qu'ensuite, quand ils ont déjà donné toutes leurs possibilités en IaaS, PaaS et SaaS, ils essayent de réinventer aussi des choses qui sont évidemment intéressantes. Par exemple, un truc tout bête, côté M365, Microsoft a inventé, ou en tout cas a mis en place un jeu de Lego, puis c'est un vrai jeu de Lego. On en reparlera un de ces 4, c'était prévu, je crois, pour un Polysecure, c'est tout Power BI. Power BI, c'est une sorte de grosse bébelle en mode genre, c'est comme si vous aviez des usines un peu différentes puis que vous les avez mis en Lego ensemble puis ça fait des points précis, donc du style on va mettre du SQL, on va mettre des VM qui va gérer derrière, on va mettre une orchestration, on va mettre un logiciel qui nous permet de faire des queries, on va mettre un truc puis après on va faire un desktop côté évidemment client comme et Power BI desktop, mais Power BI derrière quand on le voit, puis c'est pour ça qu'il y a Power BI Service, il y a Power BI.com, il y a Power BI Endbending, ça commence à devenir compliqué selon les layers où on se trouve. Tout ça, c'est de la fabrication, mais derrière, ça reste encore une fois, toujours pas de magie. Je le répète à chaque fois qu'on fait tous nos podcasts, il n'y a pas de magie, c'est des VM, c'est des gros machins qui existent déjà, mais tout cumulé qui fait un produit fini. CosmoDB, c'est exactement la même chose. Microsoft n'a pas réinventé la poudre. Encore une fois, lui-même, quand vous lancez une CosmoDB ou le service CosmoDB, vous lancez la partie publique du PaaS de CosmoDB et lui-même fait toute sa poutine à l'arrière dans le back-end, comme on l'appelle, et va mettre en place le système pour que votre base de données CosmoDB puisse évidemment avoir accès, c'est pour ça que vous l'avez accès dans votre portail Azure, et que vous puissiez interagir avec là-dessus. Et en dessous, encore une fois, c'est toute la patente qui est faite. Puis là, ça va par des régions, donc data center, par des machines, et puis par évidemment des systèmes de réseau. Soit votre réseau qui est lié à votre subscription, encore une fois, puisque c'est encore lié quand même à votre tenant et votre subscription, heureusement d'ailleurs, mais le PaaS, lui, il s'en fout de la subscription, puisque l'infrastructure en tant que telle sur laquelle repose Microsoft, la subscription est là que pour faire de la ségrégation facturation, du compute, voir votre facture, puisqu'on n'est pas en OBNL, on se rappelle, et puis que le but du jeu est fait que tout ça est mélangé avec d'autres clients. Vous ne le voyez pas, mais c'est évidemment mélangé avec d'autres clients. D'où, et pourquoi je raconte tout ça, la grosse panique lorsque ChaosDB, évidemment, a été découvert, et vous allez comprendre pourquoi. Donc,
Microsoft Microsoft en 2019 a ajouté, à partir de là, quand CosmoDB a eu déjà toute sa vie de 2014 à 2019, presque 5 ans là, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, Microsoft est tellement amoureux de ce produit, on le retrouve un peu partout. On le retrouve dans Sentinel, on le retrouve dans Azure Security Center, on le retrouve dans les Log Analytics, on le retrouve un peu à droite à gauche. D'ailleurs, c'est un peu l'amoureux de pas mal de monde en ce moment. C'est le fameux Jupyter Notebook. Jupyter Notebook est un système open source. Je vous invite évidemment à aller voir la notion de notebook. C'est fait en Python, c'est tout un système pour de la data science, mais c'est aussi un système pour de l'apprentissage. Et pourquoi en fait on fait de l'apprentissage automatique? Parce que c'est facile, c'est sous Python, tout le monde fait, puis on peut agrémenter ces données, puisqu'en fait la nouvelle buzzword aussi du time to market, c'est encore une fois la notion du BI, mais c'est plus la notion de la machine learning, qui est pas tout à fait machine learning, c'est plutôt de l'apprentissage automatique des données, des algorithmes que les notebooks ont par défaut. Il y a quand même beaucoup d'algorithmes qui a été fait. Il y a NumPy, en fait, c'est NumPy qui est derrière. Et puis, Microsoft fait la promotion, évidemment, de ces notebooks spécifiquement comme un outil utile pour la visualisation avancée des données. Pourquoi on réinventerait la poudre? À refaire, évidemment, des données, sachant qu'avec les notebooks et avec Jupyter, on peut lui donner vraiment un aspect qui est global. Donc, OK, on se dit, on va prendre la fonctionnalité, c'est cool. Mais le pourquoi du comment de 2019 jusqu'en février 2021, en février 2021, toute nouvelle instance de CosmoDB qui est allumée, automatiquement, la fonctionnalité de Jupyter Notebook pour la nouvelle version aussi de CosmoDB, parce qu'ils ont eu, vous savez que Microsoft fait quand même beaucoup depuis surtout ces 3 dernières années, beaucoup de mises à jour au niveau des Ignite, donc le fameux forum qui se fait souvent en fin d'année. Et puis avec Build qui arrive après en milieu d'année, en année suivante, là, ils vont très très fort pour que tout ce qu'ils avaient mis en preview ou quoi que ce soit ou qui est fait se mette en. D'ailleurs, cette année, par exemple, pour pas dire, Sentinel s'est pris un coup énorme entre octobre et décembre. Là, ça a été complètement fou furieux. Donc, CosmoDB, à cette même année, a eu entre 20 et 2021 a eu effet. Et en février, la fonctionnalité du Jupyter Notebook a été activée automatiquement pour toutes les instances de CosmoDB installées et nouvellement installées, évidemment, par la suite au niveau du système. Donc là, effectivement, on se dit, OK, super, il nous met CosmoDB, il nous met le Jupyter, donc par défaut, on se dit, c'est bien cool, j'ai pas besoin de m'en préoccuper, au moins je peux visualiser mes problèmes. Mais c'est là où c'est le problème, c'est que le notebook public cloud tel qu'il est fait, quand vous êtes mis encore une fois dans CosmoDB, il faut le comprendre, encore une fois, il est public au travers d'Azure en tant que hosté public pour ces CosmoDB. On est bien d'accord? Donc, ça sous-entend que, et là, on n'a pas tous les détails. Vous comprendrez pourquoi, parce que, en fait, Wiz, donc la société israélienne que je parlais, qui est donc, je vous le précise, Wiz est très courte. Elle a été fondée en 2020. Elle est à Tel Aviv. Elle a précédemment identifié des vulnérabilités dans les services AWS également. On veut pas faire plus que l'un que pour l'autre, mais AWS a aussi eu toute sa phase avec Wiz. Ces gars-là veulent évidemment promouvoir leur système de supra-sécurité. Ils sont très très forts. Honnêtement, ils sont très agressifs, très bons. C'est beaucoup des chercheurs assez avec beaucoup de profondeur technique et de connaissances au niveau développement. D'ailleurs, il y en a certains qui sortent de l'académie de Microsoft à Tel Aviv. Je vous rappelle que Microsoft, pour tout ce qui est HoloLens, tout ce qui est machine learning et compagnie, leur académie se trouve à Tel Aviv. Donc, beaucoup de gens qui, des fois, montent des startups et qui sont là-bas. Je rappelle aussi, des fois, on pense que ça reste côté États-Unis ou côté Europe, mais c'est pas vrai. Les pires sont, quand je dis les pires dans le bon sens, sont souvent Tel Aviv, Suède, Indien et compagnie. Bon. Et puis, étant fondé en 2020, ils ont trouvé des trucs sur CloudTrail, AW Config, Serverless Repository. Et puis là, ils se sont attaqués depuis presque 2021 avec ChaosDB, Oh My God, qu'on le verra au mois de janvier. Puis ils en ont un nouveau là qui viennent de mettre en avant sur les web apps. Donc là aussi, puis là, les web apps, faut pas trop les toucher parce que c'est quand même le nerf de la guerre de Microsoft. Là, les web apps, même AWS, ça passe ce même truc. Donc on en reparlera un peu court, mais voilà pourquoi oui,
Wiz et Wix. Alors, ça dépend comment ils l'appellent. Il s'appelait Wix, puis tout compte fait, c'est Wiz. Hein. Donc, attention, c'est W-I-Z. Il y a beaucoup de gens, vous le verrez, ont mis W-I-X, et ça, c'est pas bon. C'est Wiz de Tel Aviv. Vous pouvez avoir leur blog, et c'est assez facile. D'ailleurs, je donnerai pas mal de liens, et je renverrai des liens, Nicolas, pour évidemment que vous ayez un certain nombre d'informations, le blog en tant que tel, et puis ensuite les contre-mesures ou les best practices de CosmoDB, la contre-mesure de sécurité, quelques blogs qui en ont parlé, comme ça vous aurez aussi un complément d'information à ce niveau-là. Donc effectivement, ils ont été au Black Hat en 2021 et au 2020. Au 2020, il y a eu un Black Hat pour le AWS. Je vous invite vraiment à aller voir. Et ils ont fait donc cette boîte-là. Ce qui s'est passé, puis là je vais pas vous mentir, je veux avoir le vrai chiffre là-dessus parce que au moins c'est la chose importante. Les équipes de Microsoft ont affirmé avoir corrigé la faille, évidemment, de sécurité nommée ChaosDB, qui permettait l'accès. Donc je vais vous expliquer après coup. Je garde encore le suspense. Le problème, c'est que donc Wiz devait faire une explication des petits détails techniques. Donc, je reviendrai sur les détails techniques vraiment après coup. Malheureusement, je l'ai pas encore testé à moi-même. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas encore eu le temps avec cette fin d'année un peu chaotique. Et le début s'annonce un peu compliqué avec pas mal de choses. Il y a eu Log4j en même temps, beaucoup de choses avec la pandémie et autres. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut après refaire dans son coin en essayant de faire un même système. Mais je vais vous expliquer quand même en gros ce qu'il en était. Mais normalement, Wiz devait donner quelques points. Mais comme Microsoft l'a reconnu, comme Microsoft c'était sur un système de bug bounty et que Microsoft a donné les points, Wiz a été payé $40 000 US. Donc c'est une vraie problème parce que pour que Microsoft paye $40 000 US, je peux vous le dire, il paye pas, c'est pas Netflix à payer des $100 000 à tous les 5 minutes. Là. Donc $40 000 US de chez Microsoft, on peut féliciter Wiz pour justement la correction et pour justement les avoir prévenus. Donc le 12 août 2021 et ça a été corrigé 48 heures après avec Microsoft et après coup il y a eu les blogs et la disclosure qui a été basculée. On l'a appris, si je ne m'abuse, fin août. Les premiers articles démarrent aux alentours du 28 août, 1er septembre, début septembre pour le faire. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas aller plus loin sur certains points en termes de technicité pure. Bon, c'est peut-être pas le but du podcast en tant que tel. On n'est pas là pour faire non plus du scripting, mais en gros, pour vous la faire courte, CosmoDB a un système qui permet aussi d'accéder à ces informations comme toutes les bases de données SQL avec ce qu'on appelle une clé primaire. La clé primaire d'une base de données est une clé primaire comme vous les avez en private key pour les accès des identifiants key comme on l'a dans le storage account, comme on l'a dans les functionless, comme on peut avoir dans les web apps. Ça permet, entre guillemets, que lorsqu'on fait du développement, du DevOps, du pipeline, du déploiement, ou qu'on doit faire parler éventuellement son application à autre, ces clés primaires-là, normalement, ils sont deux, on fait de la rotation, mais normalement, on peut pas les changer aussi facilement parce que malheureusement, comme on le dit, une clé primaire, normalement, ça change pas. Elle est là pour être primaire et elle est là pour rester parce que ça va permettre de faire du chiffrement, ça va permettre éventuellement d'accéder, puisque je vous rappelle que la clé primaire, et c'est ça l'avantage, c'est que automatiquement l'accès, et c'est ça qui est important, c'est que la clé primaire donne tous les moyens de faire de la lecture, mais de l'écriture, la suppression et manipuler la base de données. Attention, c'est ça. Donc le schéma en est manipulable puisqu'on a la clé primaire. Donc comme on a la clé primaire, c'est comme si vous étiez root évidemment d'une machine. Alors évidemment, comme la problématique a été l'accès à ce Jupyter n'a pas été correctement installé. Et pire, Jupyter a des trous de sécurité à l'interne. Donc, comme évidemment que Jupyter n'est pas fait pour être un outil, je vais pas rappeler puisqu'on est à Québec, Vaxicode, on peut utiliser du SHC pour faire éventuellement de l'authentification ou de l'identification, mais quand c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, ils ont rajouté, je vous rappelle, un Security MD, un README MD, où ils disaient, attention, si vous utilisez le SHC comme authentification, surtout, c'est votre implémentation qui est en cause. Bref, je vous laisse aller lire le SHC sur GitHub, ils le précisent. Donc, c'est la même chose. Quand ils ont installé Jupyter, encore une fois, dans un système de PaaS, je vous rappelle qu'un système de PaaS, c'est comme le Azurescape qu'on a vu la fois dernière. Si on a la main sur la plateforme qui vous héberge, ça sous-entend qu'on a la main dans le data center où vous êtes et autres,
par voie collatéraux et par voie latérale, la possibilité peut-être de voir d'autres conteneurs ou d'autres points pour le faire. Donc là, CosmoDB, quand vous avez évidemment un Jupiter qui est mal configuré, qui permet d'avoir ce qu'on appelle un exploit d'escalade de privilège, là, si on escalade le privilège, ça veut dire on peut aller jusqu'à où? Malheureusement, on pouvait aller jusqu'à en haut du CosmoDB, ce qui faisait que même sur un data center, on voyait tous les autres CosmoDB de tous les clients. Et c'est quand même très grave, un peu comme l'Azure Script en termes de portée. Grave. Très, très grave. Lorsque tu as accès à la clé primaire d'une instance CosmoDB, c'est game over. C'est game over. C'est au revoir, fini, terminé. C'est comme si tu étais route à une machine. Ça y est, t'es global admin dans une AD et tu fais delete point où tu la vides, où tu fais un dip. Bref, c'est clé primaire, c'est game over. Donc, comme évidemment, c'était hosté PaaS, vous comprenez que alors, le but, c'était que le notebook public qui était derrière les CosmoDB publics, donc qui voulait dire que vous étiez dans votre instance CosmoDB, un attaquant, grosso modo, puis je vous la fais parce que là, je peux pas vous l'imager, on n'a pas d'écran ni quoi que ce soit, mais j'enverrai éventuellement, si Nicolas a la possibilité de faire l'accès au GIF, mais vous aurez quand même le lien, donc vous aurez le GIF animé qui est fait. Le but du jeu, c'est que vous créiez vous-même une CosmoDB pour rien, hein, on est bien d'accord. Vous faisiez votre Jupyter Notebook comme étant un attaqueur. De là, comme la misconfiguration, puis c'est ces petits bouts-là qui nous manquent. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a une misconfiguration où le Jupyter de l'autre côté pouvait faire des queries où en fait le Jupyter, quand il est mal configuré, voit les autres Jupyters qui sont actifs et donne accès au Jupyter actif de l'autre côté. Donc, comme tu peux piloter d'un query à un autre query, tu demandais au Jupyter d'interroger l'autre Jupyter et l'autre Jupyter te renvoyait la clé primaire de l'autre. En gros, je le synthétise, mais c'est un petit peu ça. Donc, t'allais de ton Jupyter Notebook Attacker à ton Jupyter Victime, qui te donnait ton Jupyter Victime la clé, parce que tu récupérais la clé à toi-même. De cette clé, tu tapais ton CosmoDB, mais pas toi. Le CosmoDB du gars que t'as trouvé. Et le CosmoDB que du gars t'as trouvé, parce qu'il y a un notebook storage, tu avais directement accès au storage du notebook, et là, tu avais accès à l'intégralité des CosmoDB voulus. C'était débile mental, tellement que c'était huge, puisque Microsoft, comme Wiz le pire, c'est la pire, le gars, puis là je cite, c'est Ami Lutwak, le directeur technique de Wiz, il a dit c'est la pire vulnérabilité du cloud qu'on puisse imaginer. Alors en plus, Microsoft n'était pas été a été un petit peu à la ramasse en 2021, faut le dire. À la suite de SolarWinds, où tout le monde l'a su, c'est d'ailleurs FireEye qui a été touché, mais la grosse boîte derrière qui a été touchée, c'est Microsoft. D'ailleurs, avec toutes les craintes que même SolarWinds ou les mecs, comme c'était du C# et compagnie, qui avait pas non plus quelque chose qui était dans les Windows, dans tous les exécutables qui pouvaient des produits, évidemment, on-premise. Je vous rappelle qu'en 2021, il y a eu aussi le bug Exchange, qui n'a pas été un des moindres. Vous vous rappelez tous, parce que tout le monde s'est marré, Printer Nightmare, évidemment. Ça, je le sais. Tout le monde se marre encore, évidemment. Et puis, toutes les failles de vulnérabilité qui ont été, évidemment, plus ou moins trouvées dans les derniers outils comme le DevTools et compagnie, n'a pas amélioré les choses. Donc, on espérait, on veut espérer, Azurescape on faisait partie aussi, mais on veut espérer que le cloud, encore une fois, ça soit pas fait par des stagiaires et qu'on mette un peu d'amour. Et puis j'ai rien contre les stagiaires, les gars, faites pas d'idiotie, mais je veux dire avec un petit peu d'expérience, ou en tout cas avec les moyens nécessaires, ou que quand quelqu'un, comme une boîte comme Microsoft, c'est pas le tout que là, Satya a annoncé, Monsieur Nadella a annoncé que là, ils allaient rajouter, alors attendez, pour 2021, ils allaient rajouter 20 milliards de dollars sur 10 ans pour la sécurité. Il était peut-être temps de faire quelque chose pour évidemment le vérifier le CosmoDB. Donc, ça prouve en même temps, encore une fois, que quand on veut cumuler des produits par-dessus d'autres produits et qu'on joue au Lego, on s'appelle Microsoft. Vous imaginez, on s'appelle Microsoft. C'est leur métier. Ils ont les meilleurs du monde aujourd'hui, quoi qu'on en dise, que ce soit eux ou AWS ou les autres. Je veux dire, c'est pas des pignoufs qui sont quand même derrière là-dessus et qu'on montait, puisqu'on a toute notre industrie qui tourne là-dessus. Mais même eux, quand ils mélangent les choses, il y en a pas un à un moment donné, ou alors il s'est fait rasseoir, comme des fois Nicolas, on râle pour certains de nos clients, en se disant ta gueule, t'as pas la parole,
ta gueule, excusez-moi, t'as pas la parole, on verra ça plus tard, c'est le time to market, et que le gars a dit, les gars, si on rajoute Jupiter, peut-être qu'on aurait un problème à tester Jupiter dans les autres trucs. Peut-être que le gars, on l'a pas écouté. Mais si c'est le cas, c'est quand même grave. Oui, ils l'ont réparé en moins de 48 heures. Mais attention, la réparation a été compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que quand ils ont mis en place en avril 2021 la fonctionnalité automatique, elle fonctionnait que pendant 3 jours. Si au bout de 3 jours, ils voyaient que tu n'avais pas instancié une instance notebook, automatiquement, il te coupait évidemment l'activité à l'instance notebook en tant que telle. Il la désactivait. Donc c'est ça qui mitigeait. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de chance. Sauf que, oui, je suis d'accord. C'est pour ça que Microsoft n'a envoyé un courriel de vulnérabilité qu'à environ 30% de ses clients. Et j'enverrai un lien, Nicolas aura un lien que je vais lui envoyer qui s'appelle en fait, vous pouvez y aller, je vais essayer de la citer rapidement, mais c'est gotcosmos.com, donc gotcosmos.com/about/customers avec un S à la fin. Ça, c'est tous les clients, les gros clients de Microsoft. Il y en avait 350 des 500 plus grosses fortunes de la planète. Donc, ça a touché 3000 clients, dont Coca-Cola, dont j'ai un petit peu la liste dernièrement sur les points, Coca-Cola, Bentley, Rolls-Royce, enfin bref, il y en a eu tous les plus gros. Et c'est ça qui a fait que à aujourd'hui, ils ont envoyé évidemment qu'à environ 30% parce que l'email invitait les utilisateurs ou eux-mêmes ont déverrouillé le fait que ça soit actif automatique, mais ils ne pouvaient pas corriger à la place des clients. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Bah oui, c'est la clé primaire. Si la clé primaire, ils l'avaient tournée eux-mêmes, bah il n'y avait plus rien qui fonctionnait ils estiment sur les 10 millions de CosmoDB de la planète qui tournaient. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tous les pipelines, tous les accès aux applications, tous les trucs industriels, tous les systèmes de peu importe qu'est-ce qu'ils géraient. Je vous rappelle que même Microsoft utilise CosmoDB pour lui-même, pour toutes ses télémétries de tous ses serveurs et ses data centers. Vous imaginez que si tu tournes une clé, on est bien d'accord qu'une rotation de clé, si tu fais pas l'échange, on sait comment ça marche avec les paliers en informatique, on sait l'évolution, les modes de changement, la notion de ce qu'on dit. C'est dramatique. Donc, ils ont été obligés de dire à leurs clients, l'email invitait ses utilisateurs à faire tourner leurs clés primaires manuellement afin de s'assurer que les clés divulguées ne soient plus utiles aux attaquants. Et les clients CosmoDB, ce sont ceux qui avaient activé la fonctionnalité de Jupyter Notebook, parce qu'évidemment Microsoft avait extrait évidemment la pointe. Donc ça rend que, et c'est ça qui est complètement aberrant, c'est que depuis février 2021, lorsque toute nouvelle instance évidemment était créée, la fonction était activée. Mais évidemment, c'est la raison pour laquelle le nombre de clients de CosmoDB notifiés était si faible, parce qu'environ 70% des clients non notifiés par Microsoft avaient désactivé manuellement Jupyter ou ne l'avaient pas du tout utilisé pendant les 3 jours. Sauf que malheureusement, et ça, je suis assez d'accord avec le résultat, puis là, je vais pas réinventer ou me l'octroyer pour moi-même, mais je suis OK, c'est que normalement, Wiz a découvert ça en juillet. Donc, sur leur point, ils l'ont annoncé à Microsoft le 12 août et tous leurs prémices de boulot ont été faits en juin et juillet de l'été 2021. On sait que ça a été activé en février 2021. On estime que le trou de sécurité de Jupyter, les 2 trous de Jupyter qu'ils ont utilisés pour faire les queries avec le mauvais choix, dataient de toute façon déjà de 2019. Ouais, ben c'est un peu ça, une question connexe, parce que Jupyter Notebook est un projet open source, un peu comme le Log4j dans lequel on vit en plein dans la tempête qu'on a là. Donc, Microsoft a repris une chose qui avait déjà des problèmes et qui a intégré les problèmes dans son environnement, là. Bah, disons qu'en fait, normalement, une grosse structure comme Microsoft ou comme n'importe quelle structure d'ailleurs gouvernementale ou autre devrait réintégrer avec évidemment des fixes et eux-mêmes une sorte de repo privé avec des correctifs qu'ils devraient faire. Si ça c'est pas le cas, ils auraient dû le vérifier. C'est sûr qu'ils le savaient peut-être pas, mais s'ils le savaient peut-être pas, bon, bah, tu fais ce qu'il faut alors avant pour évidemment vérifier un minima. Si tu peux interroger, c'est-à-dire que ce que je comprends pas des gars de Microsoft, et c'est pour ça que je suis obligé de croire qu'il y en a quand même un qui s'est fait taper sur le coin du museau en disant
ta gueule, on n'a pas le temps parce qu'il faut faire je sais pas quoi, parce que je peux pas croire que des gars qui ont l'habitude que c'est leur boulot de faire des OS et de faire de l'exécution, la priorité dans un red team, dès que tu peux exécuter quelque chose, peu importe comment, on est bien d'accord, Droopers, ATIP, tous les reverse proxy du monde et des méta-exploits et des code strike et des trucs de reverse de je ne sais quoi que même certains copains qu'on connaît avec Nicolas pourraient mieux dire que moi, que ça soit Viper, Martin ou n'importe qui, je fais un petit peu de pub pour mes potes, mais le fait est, c'est à aujourd'hui, on peut pas me faire croire que comme Jupiter pouvait lancer et exécuter quelque chose, personne n'a eu l'idée de se dire est-ce que je peux au fait exécuter un truc d'un Jupiter vers un autre Jupiter? Ah oui les gars, je peux le faire. Oh merde, ah ben faudrait peut-être colmater. Et c'est là où moi je me mets en défaut. Parce que c'est là où soit faut virer quelqu'un, je le dis haut et fort, parce que là, je crois que c'est trop grave. Surtout sur CosmoDB, je vous rappelle que c'est les bases de données les plus importantes. Puis aux États-Unis, ça gère, je crois que j'ai pu lire entre deux que c'est sur des hôpitaux, sur le ministère de la Santé, sur des trucs de l'armée, sur des... bref, je veux dire, on n'est pas là pour genre gérer, et puis j'ai rien contre les garagistes ou autres, mais enfin le truc moins grave, tu sais, ou genre faire des pizzas ou autre chose. Donc là, c'est quand même assez un impact majeur, encore une fois, impact probabilité, je suis d'accord, le fameux Likelihood, mais bon, là, le Likelihood était tellement facile que c'est ça qui est complètement, parce que je vous rappelle que dans le cloud, c'est toujours très compliqué de voir la black box, la gray box ou la white box, c'est-à-dire où on se trouve et est-ce qu'on se trouve aussi sur le client en tant que tel. Mais là, on était en black box totale. On était dans du PaaS, un peu comme Azurescape, en disant que là, le PaaS est toujours attaqué en tant que tel, en se disant, je vais me créer mon propre CosmoDB, je me crée mon Jupiter, et c'est en créant mon Jupiter, en ayant accès qu'à mon Jupiter et qu'à mon putain de CosmoDB, j'arrive à essayer de gérer avec le trou de sécurité dans Jupiter le fait de savoir qu'il y a d'autres Jupiters que je peux interroger, les autres Cosmos. J'ai pas les accès, ces gens. J'ai pas accès à leur tenant, j'ai pas accès à leur subscription, j'ai pas accès à leur airbag, j'ai pas accès à... C'est là qui est complètement fou, c'est que un compte de service sur un système d'un PaaS basculé permet justement de le faire. C'est complètement fou. Donc, c'est là où je me mets, et là où je voulais en revenir, c'est que Wiz le précise, et je suis d'ailleurs d'accord, c'est que Microsoft l'a quand même, pour ma part, un peu sous-estimé sur un autre point, c'est que on ne peut pas non plus exclure un scénario d'impact plus large, parce qu'un attaquant hypothétique aurait récupéré les clés primaires de chaque nouvelle instance de CosmoDB pendant les fameux 3 jours. Parce que quand un mec commence à savoir ça, ensuite c'est de la recon. On est comme dans la PT 29 de SolarWinds. On est dans des gens qui font, c'est leur métier. Ils viennent le matin, ou vous venez pour coder sur votre Visual Studio, ou vous faites votre cloud ou autre. Eux, ils viennent là pour aller péter du système. C'est leur job à tous les jours. Ça, c'est peut-être un bon job, mais je veux dire, donc, ils ont peut-être conservé ces clés-là pour une utilisation ultérieure et potentielle. Évidemment, ils ont pu aussi, et c'est ça qui est complètement fou, garder évidemment le fait que dès qu'ils voient que quelqu'un ne l'a pas activé, ils gardent les CosmoDB qu'ils veulent pour qu'au moment où ils l'activent, ils puissent y accéder. Alors c'est sûr, maintenant Microsoft a corrigé le truc Jupiter. Donc depuis le 12 août, donc 2 jours plus tard, c'est plus possible. Mais tous ceux qui ne l'avaient pas fait avant, et tous ceux qui n'ont pas changé leur clé, sont maintenant attaquables, non pas par le Jupiter, mais attaquables par le CosmoDB direct. C'est ça qui est important. C'est qu'attention, messieurs, dames, là on est clair, votre CosmoDB n'est pas protégé si et seulement si vous n'avez pas fait la rotation de votre clé par défaut. Donc moi, je le dis haut et fort, puis Polysecure va permettre comme ça de le permettre pour ceux qui l'écouteront. Peu importe CosmoDB ou pas, peu importe le prix que ça coûte, et peu importe si vous l'avez déjà fait, avant le 12 août, vous avez, j'enverrai, je me suis permis de faire plaisir je vais vous montrer quelques rémédiations après, mais pour Nicolas, je lui enverrai quelques lignes. Vous les retrouverez d'ailleurs, il y a quelques lignes que j'ai aussi un petit peu amélioré en Wineliner sur du PowerShell qui vous permet de savoir sur votre portail et dans votre subscription très rapidement de vérifier si votre rotation de clé a été faite après le 12 août 2021. Comme ça, si elle n'a pas été faite, cherchez pas, changez-la, quoi qu'il se passe. De toute façon, présomption dans ces conditions-là, c'est que tu es compromis. Tu peux pas. C'est très difficile de faire une présomption différente de celle-là. Ce qui est douloureux à changer les clés, mais il vaut mieux dormir le soir que d'avoir là une présomption
présumer qu'il y a quelqu'un qui dort dans nos infrastructures. C'est ça. En tout cas, moi, je serais tenté de dire qu'il faut absolument gérer. Bon, maintenant, chacun est libre. Hein, c'est toujours le même débat. Encore une fois, on va pas refaire les débats des points. Moi, aujourd'hui, j'estime que normalement, il vaut mieux faire la rotation des clés primaires ou de la clé primaire immédiate, surtout si vous avez moyen de le savoir rapidement ce qu'il en est et de le faire après le 12 août. Donc, tout ce que je peux vous dire, voilà en quoi, évidemment, ça a tapé. Donc, par défaut, selon Microsoft, il n'y a aucune preuve. Par contre, je veux quand même l'annoncer. Puis là, Microsoft l'a vraiment mis sur leur MSRC. Et j'ai un lien qui permet justement sur Microsoft de gérer, savoir si vous êtes nickel chrome avec ça là. Mais en tout cas, Microsoft eux aussi ont fait leur recherche à l'interne. Il n'y a aucune preuve que des acteurs malveillants aient trouvé ou exploité CosmoDB avant la découverte de la boîte israélienne. Donc, on a énormément de chance si c'est le cas. Alors, ça ne dit pas qu'ils n'ont pas, attention, ils n'ont pas exploité les données, mais ils ont pu garder les clés primaires. Donc, d'où ma première chose aussi de dire, veuillez, comme on le dit en bon québécois, rotationner votre clé. J'adore ce terme-là, c'est très drôle pour moi. Mais veuillez mettre en rotation votre clé primaire, quoi qu'il en soit, surtout si elle se passe après le 12 août. Ça, c'est il n'y a même pas besoin de vous poser de questions. Ça vous coûtera $10 000, $20 000, peu importe. Ça vous coûtera 10 fois moins cher que de fermer votre boîte parce que le gars est en train de sniffer ou en tout cas de complètement d'avaler ou de vacuumer votre DB là, ou de prendre le risque que quand vous allez activer le Jupiter, vous n'allez pas vous en rappeler et c'est dans 2 ans, puis que dans 2 ans, vous allez oublier de Spotcost ou oublier évidemment l'affaire, puis qu'en 2023, quelqu'un est rentré évidemment derrière. Prenez pas de risque, faites-le de toute façon. Puisqu'en fait, il n'a pas été exploité et comme dit Microsoft aussi, le problème c'est que nous n'avons pas connaissance d'un accès de données à des clients en raison de cette vulnérabilité. En plus d'avertir leurs 3000 clients, ils ont évidemment donné, comme je vous l'ai dit, la prime à Wiz. Mais derrière, les équipes de Microsoft affirment avoir corrigé la faille, évidemment, sur Jupiter. Mais bon, ça, c'est comme je vous l'ai dit, ça vous corrige pas le fait qu'ils ont récupéré des clés. C'est sûr, on peut plus le faire maintenant. Ça, c'est au moins une bonne chose, heureusement d'ailleurs. Mais toutefois, évidemment, comme ils le disent, beaucoup de déboires peuvent évidemment se produire lors d'une réinstallation de Jupiter dans une DB existante, surtout si la DB, je vous rappelle, CosmoDB existe depuis 2014, donc il doit y avoir du legacy, il doit y avoir des gens qui ont des DB depuis 2019, depuis 2018, quand ça s'est installé ou quand ça s'est vu, si ces gens-là ont pas su ce qu'il en était. Donc, si vous connaissez d'autres gens qui connaissent DB, faites un effet pyramidal, aidez-les, vous allez pouvoir faire une bonne action à ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais en dire sur CosmoDB. La suite logique pour la partie finition au travers de l'introduction et de ce que je vous ai expliqué, c'est les rémédiations. Les rémédiations rapidement. Avant d'aborder les rémédiations, puis parce qu'on est en pleine tempête Log4j également, je trouve ça un peu exécrable, puis tu as mis ton coup de gueule sur Microsoft d'avoir pris un logiciel open source puis de ne pas avoir vérifié la qualité du code qui a été pris. J'imagine qu'ils ont retourné la correction à la communauté, donc ils ont renvoyé à Jupiter, ils ont renvoyé le correctif qui est le problème. Mais c'est un peu un malheur en général, les grandes corporations, puis de façon sans considération, d'aller puiser dans le monde du source ouvert et ne pas vérifier et ne pas retourner. Log4j est un exemple éclatant de cette espèce d'appropriation-là et sans mettre l'énergie nécessaire pour corriger le code, nettoyer le code et retourner ensuite à la communauté quelque chose. Moi, je dis régulièrement, si chaque compagnie qui avait utilisé Log4j avait mis $1 dans le pot pour corriger des problèmes de sécurité, on n'en aurait pas de problème de sécurité à l'heure actuelle. Oui, alors, il y a 2 problèmes à ça que tu soulèves, Nicolas, et je suis d'accord avec toi sur un point. C'est le premier problème, il est que, encore une fois, c'est une difficulté des gens au travers. Il y a une sorte de, si vous tapez, c'est comme le film 50 nuances de Grey, c'est 50 nuances de licence. C'est la bonne blague pour les licences à la con qui, évidemment, sont soi-disant free, open source, gna. Puis comme vous le savez, malheureusement, free et open ne veut pas dire la même chose et les termes, en plus, entre français et anglais sont pas évidemment interprétés de la même manière. Encore une fois, à cause des problèmes de langue et après des problèmes de
de correspondance. Et comme on le dit souvent, Microsoft, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'est pas exempt à ça, même si c'est un des premiers à faire beaucoup dans la communauté maintenant open source depuis à peu près 2 ou 3 ans, depuis que Nadella a repris le flambeau. Oui, mais c'est pas pour autant qu'ils sont free software. Ils sont open software, mais pas free software. Et le open software veut dire, comme j'ai pas assez de personnes pour le faire, c'est cool d'avoir des personnes évidemment qui sont tripeux et qui permettent. Moi, je trouve que c'est honnêtement pour un certain nombre, c'est cool parce qu'ils viennent évidemment de prendre les MVP, des notions de gens qui évidemment se gargarisent avec des droits X ou Y, mais ça leur permet évidemment, allez, je vais pas dire camoufler, mais d'une manière d'avoir des salariés supplémentaires sans en avoir. Ça permet évidemment à beaucoup d'entreprises d'en profiter, mais de l'autre côté de pas rendre. Parce qu'en même temps, comme ils n'ont pas le temps, vu que c'est des gros bébés à chaque fois qui sont faits, et souvent des gros bébés open source, ça soit si on prend MariaDB, avant que c'était Oracle avec MySQL, si on prend, et je peux en citer, des bases de données, Neo4j en est un exemple, tous les systèmes Apache en est Apache avec Log.js avec Log4j en est un exemple, JNDI en est un exemple aussi, la sérialisation par rapport à des langages comme JNDI était, c'est de l'aberration de voir qu'on sérialise mal et qu'on peut injecter dans l'insérialisation pour que la classe après fasse de la désérialisation en lançant le truc. Wow, ok, là ça va mal. Donc c'est pourquoi parce que comme c'est open source, automatiquement c'est pas open source open bar de faire que je peux faire que les conneries parce que je suis pas comme dans mon métier. Et c'est là où on voit la limite aussi de l'open source en tant que tel. C'est cette force de tripeux qui peut amener un projet, mais lorsqu'on le rentre dans un format où notre vie en tant qu'individu et en tant qu'individu gouvernemental fiduciaire, et je dis fiduciaire parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, et qu'en même temps derrière c'est médical, armée et compagnie, je suis désolé. Tu reprends ta plaque à dessin ou ta planche à dessin, ou quand tu as décidé de reprendre un outil qui est fait, tu vas le revérifier avec des vrais professionnels, en tant que guillemets, quand je dis professionnel, payé pour dire je dois lister ça pour le commun des mortels, en tant que gouvernement, qui fait que quand je vais le positionner, je vais être sûr que je vais corriger, puis je vais renvoyer enfin à la communauté open en disant en fait les gars, par défaut vous avez quand même fait ça. Le plus grand exemple, puis il a été 10 000 fois, 100 000 fois plus virulent, puis je sais que tu le connais pour l'avoir entrevu au Hackfest, je crois 1 ou 2 fois, mais il est venu 3 fois au Hackfest invité principal, c'est Théo Desrats, pour pas faire sa pub. On connaît Théo, on connaît aussi il dit que si Linus Torvalds était un développeur, ça se saurait. Vous imaginez à quel point, voilà, vous voyez un peu le personnage. Mais quand il a repris LibreSSL avec le trou du Heartblood et pour faire OpenSSL, pour faire LibreSSL derrière, OpenSSL avec Airblood, avec les fameux 4, pourtant c'était que 4096 octets, on est d'accord, 4K, mais ça suffit pour foutre toute la merde dans tous les serveurs du monde. Encore pire que le 4J d'ailleurs, parce que là pour le coup c'était par design. Et quand l'autre, il a décidé avec son équipe de reprendre tout le code source, il a dit, dites donc les gars, je vous rappelle, je cite Théo, j'espère qu'il me tuera pas d'ici là, mais vous avez été payé pour faire que des commentaires ou pour coder les gars? Parce qu'il y avait 450 000 lignes de commentaires à rien à foutre des compagnies et que le LibreSSL est parti de, je sais pas, Open était à 500 000, ils ont sorti le truc à 150 000 lignes. C'est ça que on appelle de faire aussi la vraie, parce que normalement LibreSSL, purée, c'est tout ça qui nous fait nos connexions de check et de gestion au niveau d'HTTPS, au niveau de heureusement qu'on a tous ces problèmes-là, sinon nos banques seraient pas sûres, nos connexions seraient pas sûres, nos systèmes seraient pas chiffrés. Donc je veux dire, quand on arrive à une entreprise qui est professionnelle à dire moi je fais des data centers à 64 et puis là je cite Azure parce que c'est ChaosDB à 64 évidemment pays, avec en prenant CosmoDB qui est une base de données utilisée à des endroits de la planète où il y a plus de 300 des 500 fortunes qui le font. Je prends quelque chose d'open, je remets au moins 6 mois de mes gens classiques, des gens qui ont l'habitude pour dire bon les gars, on vérifie. Peut-être très belle surprise, 90% est magnifique, puis il y aura peut-être 10% de trucs, puis peut-être très mauvaise surprise, c'est 50% acheté à la poubelle, mais ou 50% à refaire parce qu'ils l'ont pas fait dans les trucs parce que chacun l'a fait comme il a pu, et qu'au moins on remet ça à la communauté open et qu'on fasse. Moi ça c'est quelque chose qui m'exaspère parce que c'est toujours l'allégeance à quelque chose qui a ouais mais c'est gratuit, super machin. Ouais, mais gratuit veut pas dire gage de qualité, bien au contraire.
Et gratuit veut pas dire non plus que quand toi-même tu as un problème à un moment donné dans ta base de données, puis qu'on saura que t'es séropositif ou autre, puis que ça se sait parce que c'est leaké et que ton identité sort, bah t'es bien content que d'autres gens ou d'une industrie, déjà comme ça je vais dire l'industrie en sens général, a fait correctement les choses pour dire que les bonnes pratiques ont été suivies. Donc c'est ça qui évidemment pose problème et que pas grand monde ose des fois le dire. Mais vous savez, il y a un truc qui est clair, hein. On dit souvent en sécurité, c'est toujours ça, hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, hein. Donc c'est marrant, en mode open, si c'est open, si c'est gratuit, c'est qui le produit? C'est à la va que je te pousse. Donc on n'est pas surpris. Il y en a certains qui mettent peut-être, encore mieux que des choses. L'OpenBSD en est une raison, oui, il faut vivre comme Théodérat, mais il y a qu'un seul Théodérat sur la planète, comme Linus Torvald, comme on est d'accord. C'est facile quand on s'appelle Théodérat, mais il y en a 300 millions derrière qui font de l'informatique et il y a 7 milliards de personnes qui aujourd'hui utilisent les technologies qui sont faites. Donc c'est là où je me mets un peu en défaut avec l'open là-dessus. Enfin moi c'est ma boundaries et ma frontière à ce niveau-là. Et t'as entièrement raison. Log4j en est un exemple flagrant. Et que si tout le monde avait aidé aussi, un peu comme Airblood à l'époque, ou si quelqu'un avait fait aussi une modération sur le code source que cet Allemand a fait comme par hasard au bout de 2 ans et que personne vérifie, en quel honneur on vérifie pas un code source? Si t'es modérateur, sinon sois pas modérateur. Ah oui, mais je fais ça le dimanche. Ah mon gars, c'est open. T'as demandé que c'était truc, tu veux être payé pour. Ça s'appelle plus open si tu veux. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et sucer le bâton comme on dit. Hein. Il faut arrêter là. On peut pas. Ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Là. Il y a un moment donné, il y a un gars qui va vouloir quand même un truc parce qu'il se fait chier depuis 2 ans à être derrière son écran à faire tout ça comme un vieux con pendant évidemment son week-end, peut-être éventuellement pour être cool avec sa femme, perdu du temps avec ses gosses, au bout d'un moment, il en a ras-le-bol. Et combien il y a de projets comme ça qui s'abandonnent parce que, encore une fois, on essaye de jouer, ça fait très beau, ça fait très pro, ça fait la fameuse étoile de la Mercedes sur la truc en disant, waouh, j'ai la belle truc. Mais c'est pas parce que tu bosses pour de l'open que c'est mieux. Soit payer et fais les choses correctement, ou soit récupère ce qu'il faut récupérer, mais c'est ce qui prouve que ChaosDB tombe là-dessus ou que Log4j nous a bien fait chier pendant les 2 derniers mois. Là. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, je peux pas te dire mieux, là. Je crois que j'ai fait le truc open source là-dessus. Absolument. De toute façon, tu peux basculer sur la rémédiation. Avant que je te dérange, je t'étais rendu dans cette lancée. Non, mais le fait est, c'est que la rémédiation, encore une fois, la rémédiation au niveau de l'open source, je suis même pas certain, en tout cas à date, ça n'a jamais été écrit. Avant de faire notre podcast d'aujourd'hui, j'ai fait quand même j'ai fait mes devoirs, j'ai fait aussi pas mal de recherches. Malheureusement, comme je n'ai pas trouvé le fameuse explication de sécurité, et je pense que Wiz, étant été payé en bug bounty par Microsoft, n'a pas dû mettre pour des raisons de choses ou qu'il y a encore quelques corrections à peut-être gérer ou c'est sous-jacent à d'autres problèmes. Moi, à date, je n'ai vu aucune personne. Alors, j'invite peut-être aux gens qui écoutent le podcast peut-être de nous le dire ou de te le remonter. Mais même quand j'ai été dans le dépôt de Jupiter, je ne vois rien entre août et maintenant dans les commits, dans les pull requests, dans les machins qui me parlent. Ça corrige le problème de ChaosDB. Pire, je vais même vous dire, vous allez sur devblogs.microsoft.com. Donc ça, c'est les devblogs.microsoft.com. Vous aurez le menu en haut. Puis dans le menu en haut, vous tapez plateforme. Puis dans plateforme ou à côté de plateforme, vous avez un truc pour la partie des bases de données. Puis vous sélectionnez la base de données, donc CosmoDB. Vous tombez sur le blog CosmoDB de Microsoft. Vous regardez de mai 2021 à janvier 2021, on est aujourd'hui le 6, pas un seul mot sur ChaosDB dans DevBlogs de Microsoft. Et vous tapez sur le tags Security, la dernière post de Security date de mai 2021. Donc, tout le monde s'en bat les cocognettes. C'est clair et net. C'est ça qui est complètement aberrant. Donc, open ou pas open, on se retrouve avec des bugs qui peuvent être dramatiques et avec des choses qui fait que et heureusement on dit que les hackers sont les gardiens c'est comme on va dire les
leucocytes du système sanguin, bah, c'est exactement ça. On est le système immunitaire, on est le système immunitaire de l'être humain, on est le système immunitaire des systèmes. Heureusement que des sociétés comme ça le font. Sinon, ça serait toujours encore perdeuil. Et même les gars à l'intérieur du DevBlogs ne le font même pas. Je pensais au moins que je verrais un post en disant, dites donc les gars, vous avez vu ce qu'a fait Wiz. Les mecs, je vous informe que ceci, cela, ça s'est pas fait. Donc, pour revenir aux rémédiations, très rapidement au niveau des rémédiations, elle est facile, c'est déjà d'examiner comment, puis vous le verrez dans Wiz, ils ont fait des choses. Donc c'est des choses qui sont pas documentées par Microsoft, mais en fait quand vous créez n'importe quoi en ressources Azure, vous pouvez l'exporter en template. C'est très facile, vous verrez, dans votre portail Azure, puis il n'y a pas besoin d'être technicien pour ça. Vous avez votre Cosmo DB, vous allez dans votre instance, pour toute instance d'ailleurs qui existe dans Azure, que ce soit de la petite carte réseau pour une VM jusqu'à n'importe quoi en PaaS ou autre, vous avez dans le menu à gauche les différentes sections des menus, entre diagnostic, settings, configuration et différents points. Puis à un moment donné, vous avez dans les settings la possibilité de faire un export template pour exporter, pour dire qu'on puisse le réinstaller en ARM template. Vous savez qu'on peut faire de l'infrastructure ASCOD, ça vient de la même manière. Quand vous dites export template, l'avantage c'est qu'en faisant l'export template, il va vous sortir un fichier de JSON. Et ça, normalement, vous le récupérez. Dans ce fichier de JSON, au pire, vous faites un copier-coller ou vous le regardez dans votre browser en faisant CTRL F. Mais dans votre JSON, vous faites une recherche du mot-clé Microsoft.documentdb. Et quand vous allez refaire le recherche de Microsoft.documentdb, c'est le namespace du CLR qui est derrière le backend pour faire piloter, vous verrez database à compte / notebook workspace. Si vous avez notebook workspace, c'est que ça y est, le notebook a été activé dans votre Cosmo DB. Donc, vous êtes touché par cette chose. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, rotation des clés, si vous voulez évidemment faire la rotation des clés après évidemment le fameux 12 août 2021, date à laquelle, je vous rappelle, Wiz a prévenu évidemment Microsoft. Ensuite, on peut supposer évidemment, et là en théorie, que si vous l'avez désactivé après, normalement, en le désactivant après, vous pouvez pas le désactiver vous-même. C'est Microsoft qui l'active par défaut, comme on vous le dit. Mais après, c'est que si vous ne l'avez pas utilisé, il se peut qu'effectivement vous ne retrouverez pas ce namespace à Microsoft.documentdb avec le fameux notebook workspace, parce que c'est notebook workspace en fait qu'il faut voir. Là, je vous indique, vous verrez le point. Je notifierai ça peut-être à Nicolas en lui renvoyant ça par mail pour qu'il le mette sur le point. Mais ça vous permettra évidemment d'être sûr et certain si vous l'avez activé ou pas activé, ou s'il est plus activé à ce niveau-là. Après, l'autre mesure à moyen terme et à court terme, et qui est bon, c'est de toute façon, c'est le nouveau terme ou le buzzword dans le cloud maintenant, c'est de ne pas être flottant dans vos affaires. Quand on appelle ne pas être flottant, c'est mettez vos instances derrière ou attachez à un réseau. Si vous l'attachez à un network, en l'attachant à un network, vous pilotez le network et vous dites à Cosmo DB, au travers évidemment déjà de remplacer les clés primaires, au fait, c'était la rémédiation, on en a tellement parlé que je vous l'ai pas remis, mais en mettant évidemment la partie de la meilleure pratique pour la notion de la limiter à l'accès au réseau, c'est que vous limitez avec le pare-feu au niveau du réseau. Comme ça, en limitant et en mettant comment configurer un VNet service sur un endpoint, grâce au VNet service, c'est le pare-feu qui va le faire. Soit vous faites ça, ou soit ce que vous faites, si vous êtes sûr et certain que votre Cosmo DB ne travaille qu'avec des instances non pas extérieures ou de tiers parties, donc c'est-à-dire qu'avec des choses qui sont des services internes à Azure, une web app, une functionless, peu importe quoi, interne à votre système, à vous, et dans votre même subscription, je rappelle évidemment, ou dans le même data center, donc location, pardon, c'est que vous pouvez faire aussi une configuration d'un private endpoint. Les notions de private endpoint aussi aujourd'hui permet de faire un private, c'est-à-dire vous allez dire il y a que ma web app en private endpoint, mais toujours encore une fois, il faut taper sur un VNet. Il va falloir faire le VNet. Alors quand évidemment malheureusement le DB existe déjà, il faut créer le VNet, rajouter évidemment Cosmo DB, puis ça vous avez des dommages
entre guillemets collatéraux sur vos applications actuelles, parce que il faut ouvrir un peu des rules firewalls. Il va peut-être falloir ajuster évidemment vos affaires en termes de port et en termes d'accès au niveau réseau. Mais si vous faites ça, de toute façon, tous ceux qui avaient des réseaux ou qui avaient attaché évidemment un Cosmo DB avec un VNet, ça aussi c'est un autre débat, étaient moins touchés avec le problème du Jupiter, voire même pas du tout touchés, parce que le Jupiter, quand il faisait le query, le Jupiter, lui, il avait pas le droit. C'est le réseau qui le coupait, la segmentation du réseau, encore une fois. Hein. On n'a pas réinventé dans le cloud ce qui se fait dans la vraie vie. De toute façon, c'est comme une porte. Hein, quand t'as pas la porte où elle est un mur, c'est comme Matrix. Hein, si t'as pas la clé, ça marche pas. Eh ben, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on parle que de ressources flottantes. Il faut rarement des ressources flottantes. Les ressources flottantes, c'est pour faire une POC, pour tester, pour gérer, mais attaché. Faites-vous toujours un VNet/16. Au moins, vous avez 4000 et des bananes possibles, /20, pardon. Donc, /16 un peu plus. 65 000 possibilités là-dessus. Mais au moins, vous pouvez après faire des sous-réseaux, des subnets. Vous pouvez faire des endpoints, des private links. Vous pouvez faire des VPN ou du VNet to endpoint ou du VNet service to endpoint. Là, il y a plein de possibilités dans le réseau là-dessus. Mais au moins, avec le réseau, vous êtes sûr et certain que la Cosmo DB ne peut être qu'appelée elle ne peut avoir que l'entrée. Évidemment, il y a que par là qu'on peut le gérer. Voilà pour la partie rémédiation à long terme. Je donnerai évidemment, je crois que Wiz a fait aussi un petit blog un mois après de rémédiation possible. Je pourrais évidemment vous donner le lien qui va de soi à Nicolas à la suite de l'affaire. Mais voilà notre histoire de Chaos DB. Je pense que ça valait. Puis on a quand même pas mal discuté, une bonne 50aine de minutes là, facile. C'est assez lourd, c'est assez important. Je pense qu'elle était beaucoup pour ma part, en tout cas plus grave que AzureScape, parce que AzureScape, oui, c'était des conteneurs, mais il y avait pas mal d'autres choses qu'on s'était expliqué dans le podcast qu'il aurait fallu faire et gérer, et puis qu'on avait qu'un accès des fois qu'à de l'opération ou qu'à des conteneurs avec des applications. Là, on a affaire aux bases de données des copains d'à côté, et on pouvait carrément vider les choses. Donc moi, la seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est surtout si vous avez un doute, le moindre doute, que ce soit pas après le 12 août, je rappelle 2021, faites les rotations de vos clés primaires, quoi qu'il se passe, vous serez au moins sécurisé à ce niveau-là, parce que plus personne pourra les récupérer de nouveau, et au moins vous serez évidemment tranquille avec Cosmo DB. C'est un bon produit. C'est un très très bon service. J'ai rien à dire spécifiquement en tout cas, pour tous ceux qui veulent faire du document DB, du JSON, du SQL, du NoSQL, honnêtement, Cosmo DB répond à beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses en termes aussi de machine learning avec le streaming, là, le fameux Stream Analytics de Azure. Beaucoup de choses aussi en termes d'accès à des données déstructurées, comme des données évidemment de JSON par exemple ou autres. Donc ça, c'est vraiment important et sympathique. On peut faire même des recherches full text là-dedans. Donc honnêtement, puis encore une fois, c'est managé. Donc on essaye et on espère que le PAS permet justement que normalement, comme vient de dire Nicolas, on estime que le gars d'avant a vérifié son avion avant de décoller. Là, on s'aperçoit qu'il manquait peut-être un réacteur ou deux sur une des ailes, mais bon, faut faire confiance que normalement, il y a des gens qui veillent au grain et ces gens-là sont capables en tout cas de corriger encore une fois, c'est un peu comme l'AzureScape. Il corrige rapidement. Là, si on prend l'exemple de Log4j, qui est un problème que là, les organisations elles-mêmes doivent faire les travaux Totalement. que Microsoft a fait en 2 jours. Là, on est dans un univers complètement différent d'efforts et d'énergie. J'ai peine à penser que parce que la plupart des organisations ont brûlé environ 1 mois de temps de gens sur des choses non productives pour régler ça. Donc, dans un contexte, ça demeure avantageux, sauf que ça nous enlève pas le fait qu'on doit faire une veille. On doit commencer à avoir des équipes de sécurité quand même qui surveillent ces genres de choses-là parce qu'on doit être réactif, même en info nuagique, mais d'une façon différente et d'une façon, au bout du compte, moindre. En fait, la notion de réaction en info nuagique, c'est que c'est pas une notion que t'as pas besoin de sécurité, bien au contraire encore plus, parce que c'est Internet facing direct, la preuve en est. C'est très facile que les méchants peuvent avoir un compte gratuit, ça s'ouvre en 2 coups les gros et géré. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bien au contraire, il faut des gens pluridisciplinaires, il faut des gens transversaux, et il faut surtout que la veille technologie fait que
ton opération derrière, au lieu de prendre parce que tu avais ton data center et que ça va te prendre un mois ou deux, là, de l'autre côté, dès que l'entreprise, évidemment, cloud public est au courant du problème, en à peu près, comme là, en 48 heures, l'affaire est entendue. Et il n'y a plus de problème si eux-mêmes font en plus leur route cause, font la gestion. On a vu d'ailleurs que ils viennent de casser des DDoS énormes ces 2 derniers mois, à plus de, je crois que c'est le plus gros des DDoS qui s'est passé, que Microsoft a absorbé comme si que rien n'était. Donc là, les mecs, il faut qu'ils revoient les méchants, faut qu'ils revoient leur truc. Parce que je crois que c'était 2 ou 3 millions de zombies qui ont attaqué à je sais plus combien de. Oui, il est marqué sur le MSR. Ils ont fait toute une super pub là-dessus. Quand on prend Log4j, vous tapez MSCR, Log4j de Microsoft, puis j'enverrai éventuellement ce lien-là en plus à Nicolas qui le mettra où il veut là-dessus pour le partager. Mais ils ont fait pareil, un blog énorme sur le Microsoft Response sur le Log4j avec Sentinel, avec tout ce que ça peut toucher en web app, les web app Java et compagnie, et tout ce qui peut toucher à côté. On s'aperçoit qu'ils vous donnent tellement de possibilités à faire ça en quelques clics, quelques pipelines, quelques systèmes. C'est là où on gagne notre truc. Mais le cloud n'a jamais empêché le fait d'avoir des problèmes, bien au contraire. Là, ce qu'on dit, c'est messieurs les gros, on vous surveille. Ce serait sympathique quand même que quand vous prenez des choses dans l'open, vous faites le nécessaire, merci, et que vous puissiez aider les gens open parce qu'ils font ça à titre gracieux et ils font ça souvent par des tripeux et que ce serait sympathique de les aider et de les supporter. C'est pour ça qu'il y a du support dans GitHub et compagnie. En plus, Microsoft, c'est GitHub, donc par défaut, ça serait quand même cool en même temps. Et que de l'autre côté, inversement en même temps, c'est que, et c'est ça le point, c'est que par contre, pour les entreprises et compagnie, basculer le plus possible, encore une fois, dans le cloud le plus logiquement possible, mais tout en gardant à l'état d'esprit que votre veille doit être là et que votre niveau de compétence en termes transverses doit être important pour évidemment savoir qu'aujourd'hui, il faut connaître comment en back-end c'est fait pour évidemment comprendre les impacts que ça peut avoir et de le faire rapidement avec vos équipes, quoi. Sinon, effectivement, de le faire à la main, vous allez mourir, mais puis de ne pas le faire avec les trucs, c'est plus aucune mesure. Donc, veillons toujours au grain, c'est ça. Donc, le Oh My God qu'on parlera de la prochaine fois est dans le même acabit. Encore une fois, pas mal aussi équivalent qu'Azurescape, si ce n'est pas pire, parce que ça touche les VM Linux en plus, pour le coup, à 60%. Et encore une fois, on pourra se revoir que c'est encore une fois un outil qui a été repris pour être installé de manière automatique dans les trucs, qui donnait oh oui, on a trouvé un nouveau petit machin, facile, sympathique, mais encore une fois, on ne l'a pas vérifié. Donc, ce qui prouve que si je peux passer encore un dernier message pour ce soir et cette nouvelle année, les NPM, s'il vous plaît, faites des repos privés. Les NuGet, pareil. Vérifiez vos packages de dépendance, vérifiez les fixes, mettez des SAST et des DAST dans vos pipes de développement, s'il vous plaît, et faites vos vérifications de config de vos gens cloud. C'est pas parce que Terraform, il fait pas plus de config qu'autre chose. Il est là pour vous aider à l'installer, mais le storage de Terraform avec le TF state, si vous le mettez en storage public puis que vous l'oubliez et qu'il est pas privat, c'est clair, le secret de var qui est dedans, il aura accès, comme ça s'est passé à un client. J'ai mes fichiers de secret de var qui étaient dedans. Bref, c'est là où c'est débile, mais c'est comme ça. Donc, il faut comprendre comment, parce que c'est trop facile, en fait. C'est ça, on a enlevé des abstractions et c'est tellement facile qu'on pense que tout est fait en arrière. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas là, c'est ça. Mais merci énormément. Voilà, Nicolas. Voilà, Nicolas. Très intéressant. Encore une fois, on commence en trombe l'année 2022. Oui, je pense qu'on va continuer sur la même lancée. Là, c'est clair. Super intéressant. On va essayer d'en trouver d'autres. Là, il y a d'autres points aussi. Il y a peut-être un petit coup de gueule sur un module PowerShell que je ferai prochainement. En même temps, où des fois des gens me proposent ça comme étant un trou de sécurité depuis 8 mois, puis encore une fois, c'est de l'open source ou c'est même géré par des entreprises qui gèrent l'open source, puis c'est pas leur priorité, puis c'est corrigé 6 mois plus tard. Ok, ça, parce que le pull request, t'as beau le corriger, mais si le pull request n'est pas fait, c'est pas déployé. Donc en tant que tel, c'est pas pris en compte. Donc ça aussi, ça commence à m'exaspérer parce qu'il y avait
des trous de secrets et compagnie qui sont restés. On pouvait récupérer une clé secrète d'un service principal name quand tu désinstallais un contexte à l'intérieur d'un client, et ça a duré plus d'1 an. Ça a été corrigé là en décembre 2021. Donc là, moi, ça, je vais le mettre un peu en avant pour dire non, messieurs. Dès qu'il y a un problème de sécurité et qu'on parle de secret, de token, peu importe, de clés primaires, de rotation, de key vault et compagnie, c'est même pas une priorité. C'est vous le corrigez demain matin 8h. Non, je veux même pas l'entendre faire, mais bon. On va essayer de faire des émules et des petits pour que ça puisse remonter comme des effets de passer le message. Voilà. Merci à toi en tout cas pour cette invitation et de démarrer 2022 sur les chapeaux de roue avec Chaos DB. J'avoue que ça valait, je pense, le coup, en tout cas pour tout le monde. Absolument. Merci Nicolas. Bye bye. À bientôt. À bientôt.